Héritière de l'intégralité du domaine de mon grand-père millionnaire, j'ai été poursuivie par les parents qui m'avaient abandonnée à 5 ans. En entrant dans la salle d'audience, le juge stupéfait a suspendu le procès. Attendez une minute. Êtes-vous? Le lourd écho des portes en chaîne se refermant violemment résonna dans l'immense salle d'audience. Ils étaient là, Julien et Séraphine, mes parents biologiques, attendant avec ces sourires calculés et glaciaux qui me paralysaient de terreur quand je n'étais qu'une petite fille. Ils avaient l'air si confiants, si absolument convaincus que la victoire leur appartenait déjà avant même que quiconque n'ait prononcé le moindre mot. Et pourquoi ne le serait-il pas? Pour le reste du monde, ils étaient d'éblouissantes vedettes de la télé-réalité française, des figures intouchables adulées par les masses. Pendant ce temps, je n'étais que la fille dont ils s'étaient débarrassés comme d'une nuisance, 20 ans plus tôt. Mais les règles de cet échiquier avaient radicalement changé. Mon grand-père, Alexandre de Saint-Marc, la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé et protégé dans cette vie, était décédé. Et en partant, il m'avait légué à moi seul chaque centime de son empire pesant plusieurs milliards d'euros. À présent, ces mêmes personnes qui m'avaient abandonné sur le pas de sa porte sans un regard en arrière me traînaient en justice pour tout m'arracher. Je me tenais droite à la barre. Je pouvais sentir mon propre pouls battre si fort et si régulièrement qu'il semblait ricocher sur les froids murs de marbre. Le juge Henri Châtelet leva les yeux de ses documents. Il m'observa intensément pendant quelques instants. Soudain, un éclair de reconnaissance traversa son visage marqué par le temps. Il retira lentement ses lunettes et, avec un tremblement stupéfait dans la voix, murmura « Attendez un instant. Est-ce bien vous ?» Le silence qui suivit ces mots fut absolu, presque assourdissant. De ma place, je pouvais voir le vernis brillant de la confiance de mes parents commencer à se fissurer. La vérité qu'ils avaient enfouie sous des années de célébrité et de mensonges était sur le point d'éclater au grand jour. Pour comprendre ce qui se passait dans cette salle d'audience, il faut remonter 20 ans en arrière. En ce jour fatidique, j'avais à peine 5 ans. Le soleil étouffant du mois d'août s'abattait impitoyablement sur le vaste domaine familial de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, sur la Côte d'Azur, flétrissant tout sur son passage, à l'exception du vide glacial qui s'installait déjà dans ma poitrine. Ma mère, Séraphine, s'accroupit devant moi. Sa robe d'été en soie blanche impeccable flottait dans la brise sèche, et le lourd parfum de jasmin qu'elle portait s'accrochait à sa peau comme une fausse promesse. « Sois sage avec grand-père, ma chérie, murmura-t-elle. Elle tenta d'esquisser un sourire, mais ses lèvres, peintes d'un rouge beaucoup trop éclatant, tremblèrent, et ses yeux étaient complètement secs. À quelques mètres de là, mon père, Julien, tapotait impatiemment le capot de sa voiture de sport avec ses jointures. « Allez, Séraphine. On va rater notre vol, la pressa-t-il froidement. Un vol, demandai-je en agrippant le tissu de sa robe avec mes petites mains. Où allez-vous? Est-ce que je peux venir avec vous? Pendant une fraction de seconde, elle se figea. C'est juste un rapide voyage d'affaires, mon cœur. On sera de retour très vite. Mais même avec l'innocence d'une enfant, je perçus la fêlure dans sa voix. Elle ne me prit pas dans ses bras. Elle se pencha juste assez pour que ses boucles d'oreilles en diamant effleurent ma joue, déposant un baiser creux dans le vide. Le son de ses talons aiguilles s'éloignant sur les dalles résonna comme le compte à rebours d'une bombe. La porte de la voiture de sport argentée claqua. Les pneus crissèrent sur l'allée de gravier, et le véhicule disparut derrière les immenses grilles en fer forgé. J'ai couru. J'ai couru après eux jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Jusqu'à ce que mes petites jambes ne puissent plus me porter et que je m'effondre à genoux. Le goût de la poussière et des gaz d'échappement tapissa le fond de ma gorge. J'ai hurlé leur nom, mais la seule réponse que j'obtins fut le sifflement du vent chaud et le chant lointain des cigales. Puis, au milieu de mes sanglots inconsolables, une grande main, ferme et familière, se posa sur mon épaule tremblante. C'était mon grand-père, Alexandre de Saint-Marc. Il s'agenouilla à mes côtés avec une présence silencieuse mais inébranlable. C'était un homme qui ne parlait jamais juste pour entendre le son de sa propre voix. Chaque mot qu'il prononçait avait du poids et du sens. Ses yeux gris ardoise se remplirent d'une infinie tendresse alors qu'il époussetait la terre de mes genoux écorchés. Ils n'ont aucune idée du trésor qu'ils viennent de perdre, ma petite, murmura-t-il, sa voix mêlant un profond chagrin à un amour immense.
Il fit une pause, relevant doucement mon menton jusqu'à ce que nos regards se croisent. Tu ne te sentiras plus jamais rejeté, promit-il. Il me prit dans ses bras comme si je ne pesais rien du tout et me ramena à l'intérieur de la villa. Alors que je reposais ma tête contre sa poitrine, le rythme régulier de ses battements de cœur éteignit lentement la panique qui grondait encore en moi. Ce fut le premier instant de toute la journée où je me sentis vraiment en sécurité. Le soir même, j'étais assise dans l'immense cuisine du domaine, balançant mes jambes au-dessus du sol en tomates. Il se tenait près de la cuisinière, me préparant un onctueux chocolat chaud maison. Pas de personnel de maison, pas de luxe inutile, juste lui et moi. Avec un petit supplément de cannelle, n'est-ce pas, Camille, demanda-t-il, un léger sourire effleurant ses lèvres. J'ai hoché la tête en silence, les yeux encore embués de larmes. Plus tard, alors qu'il me bordait, la maison me sembla trop grande, trop silencieuse. Le tic-tac rythmé de l'ancienne horloge comtoise dans le couloir ressemblait au pas de personnes qui ne reviendraient jamais. Est-ce qu'ils reviendront un jour, demandai-je dans un murmure. Mon grand-père hésita un instant, puis caressa doucement mes cheveux. Camille, il y a des portes qu'il vaut mieux laisser complètement fermées une fois qu'elles ont été claquées. Avant d'éteindre la lampe de chevet, il ajouta d'une voix apaisante, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à courir après l'amour. L'amour vit juste ici. Dans la pénombre de cette chambre, je me suis accrochée à sa main et j'ai cru à chacun de ses mots. C'est la nuit où j'ai arrêté d'attendre les fantômes du passé pour commencer à appartenir à quelqu'un qui choisissait activement de rester. Grandir sous l'aile d'un magnate comme Alexandre de Saint-Marc était bien loin des clichés que l'on voit dans les films. Son imposant domaine, ancré sur les falaises escarpées de la Méditerranée, veillait sur la mer comme une sentinelle solitaire. Pourtant, derrière les portes closes, il n'y avait ni galas extravagants, ni armée de domestiques tourbillonnant autour de nous. Le rythme de cette maison était austère, méthodique, et surtout, profondément porteur de sens. Chaque matin, à 6 heures précises, 2 petits coups sur ma porte annonçaient le début de la journée. Debout, Camille, appelait sa voix grave depuis le couloir. Le monde ne s'arrête pas pour attendre les paresseux. Je descendais les escaliers en traînant mes chaussons jusqu'à la salle à manger, où il m'attendait avec son café noir fumant dans sa tasse et les échos grands ouverts sur la table en acajou. Lis le gros titre, ordonnait-il en tapotant légèrement le journal. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il nous cache exactement? Au début, je n'étais qu'une enfant essayant de finir ses céréales. Mais au fil des années, ces leçons ont pris racine dans mon esprit. Il m'a appris à ne jamais gober une histoire toute crue juste parce qu'elle était imprimée en caractères gras. La vérité, Camille, me disait-il souvent, est toujours tapie juste sous la surface. Elle ne se révèle qu'à ceux qui ont le courage de creuser. Il dirigeait la compagnie maritime de Saint-Marc, un colosse du transport qui reliait des continents entiers. Mais pour mon grand-père, l'intégrité pesait infiniment plus lourd que les zéros sur son compte en banque. La richesse, c'est comme boire l'eau salée de l'océan, m'a-t-il mis en garde un après-midi. Plus tu en avales, plus tu as soif et plus tu deviens fou. Assure-toi que ta soif en vaille la peine. Quand j'ai eu 16 ans, les fantômes sont revenus. J'ai vu les visages de mes parents clignoter sur l'écran de télévision. Ils foulaient un tapis rouge à Cannes, l'air radieux, faisant la promotion d'une nouvelle émission de télé-réalité sur la rédemption familiale. Mes jointures blanchirent tant je serrais fort la télécommande. Grand-père entra dans le salon sans faire de bruit, jeta un coup d'œil à l'écran, puis à moi. « Est-ce qu'il te manque ?» demanda-t-il. La colère brûlait au fond de ma gorge, mais ma réponse fut glaciale. « Plus maintenant. » Il hocha lentement la tête. « Bien. » Se languir de personnes qui ont choisi de partir, c'est comme fixer une porte en acier. Tu passeras à côté de tous ceux qui se tiennent encore là, les bras ouverts. Ce soir-là, il me tendit un journal en cuir marron dont la tranche était usée. Pour y garder ta vérité. Parce qu'un jour, le monde essaiera de la réécrire. Ne les laisse pas faire. Je n'avais aucune idée que ce vieux carnet deviendrait ma seule armure. Le matin où son cœur a cessé de battre, le monde entier a perdu son axe. La mer, à l'extérieur de la maison, était d'un calme inhabituel, comme si elle aussi retenait son souffle. Je l'ai trouvée dans son bureau,
la tête penchée sur son bureau en noyer, ses lunettes de lecture glissant sur les pages ouvertes de son journal. La dernière phrase que son stylo plume avait tracée disait « La vérité, entre de mauvaises mains, devient un poison ». Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis resté paralysé, fixant le titan qui avait comblé chaque vide de mon existence. Puis, le chagrin m'a déchiré la poitrine, vif, impitoyable et insoutenable. Ces funérailles rassemblèrent l'élite de la nation, politiciens, magnats du CAC 40, magistrats, tous désireux d'être photographiés en train de rendre hommage à Alexandre de Saint-Marc. Mais je ne voulais pas faire partie de ce cirque. Je voulais juste une heure de plus avec lui. Une dernière tasse de chocolat chaud. C'est là que je les ai vus au premier rang, Julien et Séraphine, impeccables dans leur tenue de deuil de grands créateurs, cachés derrière des lunettes de soleil opaques. Ma mère tamponnait ses pommettes avec un mouchoir en dentelle, versant des larmes aussi artificielles que sa carrière. Mon père regardait impatiemment sa montre, comme si enterrer son propre père était une corvée ennuyeuse. Après la cérémonie, ils se sont approchés de moi pour la première fois en 22 ans. Camille, murmura ma mère en penchant la tête avec un élan dramatique. Tu es devenue une vraie femme. J'ai fait un pas en arrière, verrouillant mes yeux sur son visage sculpté. Waouh, tu te souviens de mon prénom. Son sourire vacilla mais se recomposa rapidement. Nous sommes une famille, ma chérie. Nous devrions renouer. Une famille, répétai-je, goûtant le venin de ce mot. Vous m'avez laissé avec lui comme un excédent de bagages qui ne rentrait pas dans le coffre. Le visage de Julien se durcit. Tu as toujours eu le goût du drame, gamine. Avant que je puisse riposter, l'avocat de confiance de mon grand-père, Thibaut Valois, apparut sous l'arcade de pierre et annonça que toutes les personnes dans l'ordre de succession devaient se réunir dans la bibliothèque pour la lecture du testament. Nous nous sommes assis autour de l'immense table en chêne. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Thibaut s'éclaircit la gorge, déplia l'épais papier et lut d'un ton solennel, « Moi, Alexandre de Saint-Marc, lègue l'intégralité de mes biens immobiliers, de mes actifs professionnels et de mes fonds financiers liquides à mon unique petite-fille, Camille de Saint-Marc. » Un halètement étouffé emplit la pièce. « C'est une aberration, » hurla Séraphine, perdant toute son élégance. Julien frappa du poing contre le bois poli. Mon père était sénile. Il n'avait plus toute sa tête. Maître Valois ne s'y a pas. Il prit simplement une enveloppe plus petite. Le défunt a laissé un addendum spécifique pour son fils et sa belle-fille. Je cite textuellement, « Ceux qui abandonnent la vérité pour embrasser la vanité ont déjà renoncé à leur héritage bien avant ma mort. » Les lèvres de Séraphine tremblaient de rage. Il ne peut pas nous faire ça. Nous sommes son sang. Il t'a déjà donné la seule chose qui comptait. Thibaut rétorqua froidement, l'opportunité d'être des personnes décentes. Vous avez choisi de la jeter à la poubelle. Je suis resté figé, enfonçant mes ongles dans mes paumes jusqu'à en avoir mal. Pour la première fois de ma vie, je voyais mes parents dépouillés de leur façade dorée. Ils étaient exposés, pathétiques, et consumés par l'avidité. Alors que la pièce commençait à se vider, Séraphine se tourna vers moi, les yeux crachant le feu. Tu vas le regretter, Camille. Tu ne mérites pas une seule brique de ce qu'il a construit. Je soutins son regard, inébranlable. Vous non plus. Les coups de vent d'automne battaient les fenêtres du domaine quand l'enfer se déchaîna à nouveau. Une épaisse enveloppe Kraft attendait dans la boîte aux lettres au bout de l'allée. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom tapé dans une police mécanique et stérile, Camille de Saint-Marc. En déchirant le rabat, je m'attendais à trouver des cartes de condoléances tardives. Au lieu de cela, mon sang ne fit qu'un tour en lisant l'entête, avis de poursuite civile. Juste en dessous, les mots me frappèrent comme un coup de fouet. Julien et Séraphine de Saint-Marc C. Camille de Saint-Marc. Chef d'accusation principal, abus de faiblesse et captation d'héritage. Mes propres racines, ma propre chair et mon propre sang me traînaient en justice, m'accusant d'avoir lavé le cerveau du seul homme qui m'ait jamais aimé. La nouvelle explosa en quelques heures. À la tombée de la nuit, les tabloïds et les sites d'actualité people criaient le scandale sur tous les toits, l'héritière poursuivie par ses propres parents pour l'Empire Saint-Marc.
Les paparazzis envahirent les grilles en fer forgé du domaine comme une volée de vautours, les flashs de leurs appareils photo déchirant la sombre nuit côtière comme des éclairs furieux. Le lendemain matin, mon avocat, Thibaut Valois, me convoqua d'urgence à son cabinet de Nice. Sa voix conservait ce calme clinique que seules des années de gestion du chaos peuvent conférer à une personne. « Ils vont vite, Camille », m'avertit-il en faisant glisser une pile de documents sur son bureau en verre. Ils allèguent que tu as isolé ton grand-père, interféré dans ses décisions médicales et fait pression sur lui psychologiquement pour qu'il change son testament à la dernière minute. Un rire amer, totalement dénué d'humour, s'échappa de ma gorge. Moi, je l'ai isolé ? Thibaut, c'était lui qui me protégeait d'eux, pas l'inverse. Thibaut expira lentement. J'ai vu des conflits familiaux atroces, mais des parents attaquant leur propre fille pour une fortune de cette ampleur. C'est un véritable champ de boue. Ce ne sont pas mes parents, déclarai-je, ma voix s'élevant à peine au-dessus d'un murmure. Ce sont deux parfaits inconnus liés à moi par une simple coïncidence biologique. Quelques jours plus tard, alors que je sortais d'un café, un journaliste se jeta sur moi, me fourrant presque un micro sous le nez. « Camille, avez-vous menacé votre grand-père ? Avez-vous profité du déclin de sa santé ? » Je me suis arrêté net, j'ai regardé directement dans les scènes d'objectifs de caméra, et j'ai répondu avec un calme mortel, si prendre soin et aimer inconditionnellement l'homme qui m'a élevé est considéré comme de la manipulation, alors oui, je suis absolument coupable. À l'aube de cette même nuit, l'écran de mon téléphone s'illumina avec un numéro masqué. Quand j'ai décroché, la voix de ma mère a glissé à travers le combiné, coupante comme la glace. « Tu profites de tes 15 minutes de gloire, petite peste, siffla Séraphine. « Pourquoi faites-vous ça ?» lui demandai-je. « Parce que tu as volé ce qui nous revient de droit, cracha-t-elle méchamment. Tu nous as volé nos vies. Maintenant, on va s'assurer de ruiner la tienne. » La ligne fut coupée. Je me tenais seul dans la bibliothèque, l'endroit exact où grand-père m'avait appris à déchiffrer la vérité. Son portrait à l'huile veillait sur moi depuis le mur, et juste en dessous trônait son vieux journal en cuir marron. Je l'ai ouvert, traçant son écriture délavée du bout de mes doigts. Sur l'une des pages, j'ai lu « Quand la vérité est mise à l'épreuve, tiens bon. Laisse-les attaquer. À la fin, ils ne réussiront qu'à s'empoisonner eux-mêmes. » J'ai refermé le carnet d'un coup sec, prenant une grande inspiration saccadée. La peur du scandale était toujours là, palpitant sous ma peau. Mais quelque chose de bien plus puissant s'élevait au-dessus d'elle. La détermination. S'ils voulaient la guerre, ils allaient l'avoir. Mais ils avaient sous-estimé leur adversaire. Ils s'étaient attaqués à la mauvaise Saint-Marc. Le jour des plaidoiries d'ouverture, le ciel au-dessus de Nice était gris plombé, comme s'il présageait la tempête qui allait se déchaîner à l'intérieur du tribunal. Les marches de marbre du bâtiment grouillaient de journalistes assoiffés de sang. Je ne savais pas dont la réputation allait mourir ce matin-là, la leur ou la mienne, mais j'en avais fini de fuir. L'intérieur de la salle d'audience sentait l'encaustique au citron, le vieux papier et la tension palpable. Mes parents étaient déjà assis à la table des plaignants. Ils étaient parfaitement synchronisés pour les caméras de la presse. Séraphine était impeccable dans un tailleur noir sombre. Julien portait un costume bleu marine à la coupe acérée. Ils n'avaient pas l'air de parents au cœur brisé. Ils ressemblaient à des acteurs sur scène, répétant une pièce de victimisation pour leur public dévoué. Un murmure parcourut les bancs en bois alors que je descendais l'allée centrale. Le cliquetis de mes talons gardait un rythme régulier contre le marbre. Même si mes paumes transpiraient abondamment, Maître Valois se pencha vers moi, le regard fixé droit devant. « Garde ton calme, Camille. Laisse-les faits écraser leur gesticulation, murmura-t-il. » Au perchoir siégeait le juge Henri Châtelet, un magistrat aux cheveux argentés et au regard perçant qui ne ratait absolument rien. Je vous ai déjà dit comment il avait réagi en me voyant, ce moment de surprise authentique. Ce que vous ne saviez pas, c'est ce qu'il a dit juste après. J'ai été l'assistant juridique de votre grand-père, monsieur de Saint-Marc, il y a de nombreuses années, avoua le juge à voix basse, mais assez claire pour que le public tombe dans un silence de mort. Il m'a dit un jour, si jamais ma petite fille met les pieds dans votre salle d'audience, écoutez-la attentivement, car elle sera la seule à dire la vérité.
Un hoquet collectif balaya les sièges des spectateurs. Derrière moi, je pouvais entendre le grincement sonore de la mâchoire de mon père se serrant de fureur. Le juge Châtelet se redressa, inflexible. « Commençons » ordonna-t-il avec une autorité tranchante. L'avocat de la partie adverse, Damien Perrin, un homme au sourire venimeux, se leva et se pavanait dans la salle. « Votre honneur » commença-t-il d'un ton soyeux. Cette jeune femme manipulatrice a tissé une toile autour de son grand-père, un homme âgé et vulnérable. Nous prouverons qu'il y a eu fraude préméditée et abus de faiblesse. Thibault ne broncha pas. Nous sommes impatients de démolir chacune de ces affirmations calomnieuses, votre honneur, répondit mon avocat. Perrin se tourna vers moi, essayant de m'intimider. Elle a l'air étonnamment calme pour quelqu'un accusé d'avoir volé 1 milliard d'euros. Je soutins son regard sans ciller. Le sang-froid n'est pas un symptôme de culpabilité, maître Perrin. C'est le reflet d'une conscience tranquille. Un murmure d'approbation bourdonna dans le public. Le vent commençait à tourner. Au cours des heures suivantes, l'équipe juridique de mes parents sortit l'artillerie lourde. Des emails sortis de leur contexte, des témoignages achetés d'anciens employés mécontents, des demi-phrases déformées. À chaque coup porté, Thibault Valois répondait comme un mur de béton, des dossiers médicaux irréprochables, des évaluations psychologiques et des témoins dont la loyauté envers l'intégrité de mon grand-père ne pouvait être achetée. Mais l'attaque la plus viscérale survint lorsque Séraphine, ma mère, prit place à la barre des témoins. Sa performance était digne d'un César. Nous voulions juste rattraper le temps perdu avec notre fille, gémit-elle en pressant un mouchoir en soie contre ses yeux secs. Mais Camille nous a bloqués à chaque tournant. Elle nous a interdit de voir mon beau-père dans ces derniers jours. Nous essayions juste de protéger l'héritage familial. Son témoignage suintait une victimisation si toxique qu'on pouvait presque la sentir. Pourtant, dans mon esprit, seul l'ultime avertissement de mon grand-père résonnait, la vérité, entre de mauvaises mains, devient un poison. Et je l'ai enfin compris. Le poison ne vous tue que si vous le laissez pénétrer dans vos veines. Et moi, j'y étais immunisé. Au 2e jour du procès, Thibault Valois se leva de sa chaise. Inexorable, votre honneur, tonna sa voix grave. La défense souhaite soumettre une pièce à conviction documentaire clé, une correspondance manuscrite privée de feu Alexandre de Saint-Marc. Au mot correspondance, la colonne vertébrale de ma mère se raidit comme un arc tendu à son point de rupture. Elle savait ce qui l'attendait. Le juge opina. Poursuivez, maître Valois. Thibault me regarda et fit un léger signe de tête. Mademoiselle de Saint-Marc, veuillez vous présenter à la barre. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles alors que je traversais la pièce. J'avais répété ce moment 100 fois devant le miroir, mais être à quelques mètres à peine des 2 monstres qui m'avaient créé puis jeté me nouait l'estomac. Sur l'écran géant du tribunal, une lettre fut projetée. L'écriture élégante et vigoureuse de mon grand-père remplissait l'affichage. Pour ma bien-aimée Camille, lus-je à voix haute, laissant mes mots trancher l'air glacial du tribunal. Tu n'as jamais été mon obligation. Tu as été mon plus grand choix. Si jamais tu dois affronter ceux qui t'ont tourné le dos, ne t'abaisse pas à les haïr. Laisse la vérité se battre pour toi. Elle ne perd jamais une bataille. Le silence dans la pièce devint presque sacré. Le masque d'arrogance de Séraphine s'effritait à vue d'œil. Julien fixait le sol, la mâchoire verrouillée. Damien Perrin bondit comme un ressort. Objection, votre honneur. Pure théâtralité émotionnelle avec 0 valeur probante légale. Objection rejetée, déclara le juge Châtelet avec un coup de maillet. L'intention du testateur est exactement ce qui est jugé ici. Continuez, mademoiselle. C'était mon signal. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti le journal en cuir marron que mon grand-père m'avait offert pour mon 16e anniversaire. Ceci, annonçai-je en brandissant le carnet usé, est le journal intime d'Alexandre de Saint-Marc. Il y a écrit chaque soir, jusqu'à la semaine de sa mort. Je l'ai ouvert à la toute dernière page, j'ai contrôlé ma respiration et j'ai lu le verdict final qu'il avait laissé pour la postérité. Mon fils et sa femme passent leur vie à ramper pour l'amour des apparences. Ma petite fille respire pour la vérité.
Mon empire doit lui appartenir, non pas comme une récompense, mais comme un bouclier. Elle portera ma conscience quand je ne serai plus là pour la défendre. Il avait perdu la tête, hurla ma mère en bondissant sur ses pieds, hystérique et défigurée par la rage. Cette petite peste lui a lavé le cerveau. Le maillet du juge s'abattit avec une force brutale. L'ordre dans la cour, Madame de Saint-Marc, ou je demanderai aux huissiers de vous expulser. Les cris de ma mère ricochèrent sur les boiseries et moururent dans le vide. J'ai tourné la tête vers elle, vers la femme qui m'avait donné la vie mais m'avait refusé son amour, et j'ai parlé en la regardant droit dans les yeux. Personne ne lui a lavé le cerveau, mère. Il s'est simplement rendu compte de la race de vautours que vous étiez vraiment, à la fin. Quelques minutes plus tard, le juge Châtelet rendit son jugement. Cette cour ne trouve aucune preuve d'abus de faiblesse, mais plutôt une avidité disproportionnée et vindicative de la part des plaignants, déclara-t-il, la voix tonnante. La plainte est rejetée dans son intégralité. Le domaine de Saint-Marc appartient légitimement à mademoiselle Camille de Saint-Marc. Il lança un regard dégoûté à mes parents et ajouta, la justice ne répond pas au lien du sang. Elle répond à la vérité. Le dernier coup de maillet résonna comme le coup de feu mettant fin à une longue et exténuante guerre. Quand nous sommes sortis dans le couloir, mes jambes tremblaient légèrement. Thibaut me tapota l'épaule. C'est fini. Tu as gagné. Mais la victoire n'avait pas le goût de la gloire. Elle avait le goût de la cendre, de la désolation d'un champ de bataille fraîchement calciné. Je me suis retourné pour m'en aller, mais une main osseuse se referma sur mon poignet. C'était Séraphine. Ses ongles manucurés s'enfoncèrent dans ma peau. Tu te crois meilleur que nous, siffla-t-elle, crachant presque les mots. Tu finiras seule, Camille. Seule et aigrie, tout comme ce vieil homme. J'ai dégagé mon bras de son emprise d'un mouvement sec. J'ai ajusté le col de ma veste, je l'ai toisé de la tête aux pieds, et je lui ai tourné le dos pour toujours avec ma dernière phrase, je préfère être seule pour le reste de ma vie plutôt que d'être aussi vide que toi. J'ai poussé les portes du palais de justice pour retrouver le soleil aveuglant de la Côte d'Azur, enfin libéré de leurs chaînes. Les semaines qui suivirent le verdict s'étirèrent avec une lenteur stupéfiante. Le cirque médiatique plia bagage. Les caméras partirent en chasse d'un nouveau scandale. Et la brise méditerranéenne finit par balayer les gros titres oubliés. Légalement, l'empire de Saint-Marc, l'immense domaine de Cap-Ferrat et la fortune de mon grand-père m'appartenaient. Pourtant, pendant ces premiers jours, la maison ressemblait davantage à un fastueux mausolée qu'à un foyer. La nuit, j'errais dans les longs couloirs, effleurant du bout des doigts les cadres des peintures à l'huile. C'était comme si la voix de mon grand-père imprégnait encore les murs de pierre. Le pouvoir n'est que cendre si tu ne peux pas dormir avec la conscience tranquille, Camille. Et c'était vrai. Pour la première fois de ma vie, je dormais sans la peur d'être abandonnée, bien que la douleur de son absence pesait encore lourdement sur ma poitrine. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que le soleil plongeait dans la mer, peignant l'horizon d'un rouge cuivré profond, l'écran de mon téléphone s'alluma, un numéro inconnu. J'ai hésité une seconde avant de faire glisser mon doigt pour répondre. Allô? Il y eut un long silence suivi d'un soupir rauque. Camille. C'était Julien, mon père. Mais l'arrogance qui avait résonné dans la salle d'audience s'était totalement évaporée. Sa voix semblait brisée, aussi fragile que du verre sur le point de se fracasser. J'ai lu les journaux, avoua-t-il, les mots trébuchant les uns sur les autres. Les notes de mon père. Je refusais d'y croire, mais je n'ai pas pu m'arrêter de lire. Je l'ai écouté déglutir difficilement à l'autre bout du fil. Il a écrit que je m'étais perdue dans ma propre vanité, que j'avais cessé d'être son fils bien avant qu'il ne signe ce testament. J'ai fermé les yeux, posant mon front contre la vitre fraîche de la fenêtre. Il a aussi écrit qu'il n'est jamais trop tard pour corriger sa trajectoire, répondis-je dans un souffle. Julien laissa échapper un sanglot étranglé, complètement dépouillé de son vernis habituel. Je n'appelle pas pour te demander l'absolution, Camille. Je ne la mérite pas. J'avais besoin de te dire que je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir abandonné. Je suis désolée de t'avoir reproché nos échecs. Et par-dessus tout,
Je suis désolé d'être devenu le monstre dont mon père a dû te protéger. » Ces mots restèrent suspendus en l'air. Ils étaient vulnérables, déchirants, et pour la toute première fois de ma vie, insoutenablement humains. Aucun de nous ne parla pendant ce qui sembla être une éternité. J'ai dirigé mon regard vers la roseraie du domaine, ces mêmes roses que grand-père avait plantées de ses propres mains des décennies plus tôt. Le vent fit bruisser les pétales, et le silence cessa d'être étouffant. Il devint réparateur. « Je ne sais pas si je serai un jour vraiment capable de te pardonner, murmurai-je finalement. Mais je sais de source sûre que grand-père aurait voulu que j'essaie, au moins. » Je l'ai entendu prendre une inspiration tremblante et désespérée. « Je peux vivre avec ça. C'est bien plus que ce que j'ai mérité. » Juste avant de raccrocher, il ajouta d'une voix graveleuse, « Tu as ses yeux, Camille. Cette force inébranlable. Tu n'abandonnes jamais. » Le bip de la ligne coupée marqua la véritable fin de la guerre. J'ai retiré mes chaussures et je suis sorti pieds nus sur la terrasse. J'ai descendu les marches de pierre pour rejoindre l'herbe fraîche, m'imprégnant de la rosée du soir. Le soleil venait de disparaître sous les eaux de la Méditerranée, laissant le domaine baigné dans la lumière chaude et dorée du crépuscule. Je portais le vieux journal en cuir avec moi. Je l'ai ouvert à la dernière page blanche, passant doucement la main sur le papier où les mots de mon grand-père avaient transcendé la mort elle-même. La véritable justice ne se rend pas avec un maillet en bois dans une salle d'audience. Elle se forge dans le cœur de ceux qui refusent d'être corrompus. Une larme chaude glissa sur ma joue, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était une paix absolue. Je comprends maintenant, grand-père, ai-je murmuré au vent marin. Je ne cesserai jamais d'y croire. Et dans le doux grondement des vagues se fracassant contre les falaises, je pouvais presque entendre sa réponse. Un écho serein, fier et plein de lumière. Alors je peux enfin me reposer en paix, ma douce enfant. Dans ce moment de parfaite quiétude, j'ai eu mon épiphanie. La victoire au tribunal ne m'avait rendu que mon argent. Mais la capacité de pardonner et de garder mon âme complètement intacte. Cela, et rien d'autre, était le véritable héritage qu'Alexandre de Saint-Marc m'avait laissé.